Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de nouveau à distance. On vous avait prévenu, c'est vrai que ces quelques semaines, David et moi nous sommes séparés et nous sommes obligés de se parler à travers un petit écran, voilà, en attendant de pouvoir se rejoindre et de nouveau faire des émissions en direct, des émissions ensemble. On va pas tourner autour du pot, mon cher David, tu en as assez des compliments, tu me l'as dit en off, comment vas-tu ? Eh bien écoute, je vais très bien, je suis impatient de rentrer. Pas tant pour te voir en émission, mais pour qu'on puisse redécouvrir ensemble le duel du dimanche soir. Ça, c'était une super innovation qu'on n'a pas pu refaire. C'est vrai, complètement. Et là, cette fois-ci, effectivement, tu dois déjà être au courant de ce qui se fait dimanche prochain. Bah oui, tu nous l'avais dit. En plus, tu l'avais appris une semaine à l'avance. Et j'ai hâte tu nous avais teasé. On a hâte. Ah bah carrément, d'ailleurs, on va zapper toute l'émission. On va faire que ça. Enfin voilà. Mais en tout cas, comme d'habitude, on a des news pour vous. Le sujet principal, ce sera de parler de Cannes, tout simplement, ou faire un petit débriefing de Cannes, de ce qu'on en a pensé et de ce qui va se passer tout au long de l'année à travers ce festival. Et ensuite, forcément, ta chronique télé. Mais tout d'abord, les recommandations, nous en avons l'habitude maintenant, on m'a dit que c'était assez appréciable, donc on va continuer. Quelle est ta recommandation cette semaine ? Alors, ma vraie recommandation, mon vrai coup de cœur de ces derniers jours, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, mais je crois que tu ne l'as pas vu, et je me dis aussi que ça pourrait être une review intéressante en sujet principal d'une prochaine émission, donc je vais vous laisser avec ça, et je vais vous parler du téléfilm que j'ai regardé hier soir sur TF1, qui s'appelle Entre ses mains. Je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est vrai que les teasers m'avaient un peu tenté. Alors, ça peut être vu comme un téléfilm ou comme une très mini-série, puisqu'en fait, il s'agit de 2 épisodes de 52 minutes. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait regarder la première partie, puis la deuxième, sachant quand même qu'il y a un gros twist à la fin du premier épisode qui donne quand même envie de voir la suite. Mais si vous le regardez d'une traite, ça représente environ 1h40. C'est diffusé hier soir sur TF1 et c'est arrivé deuxième des audiences, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a eu 2,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce téléfilm. Le pitch, je vous le fais très très vite. C'est l'histoire d'une femme d'une 50aine d'années, avocate, qui est jouée par Natasha Lidinger, qui joue très très bien dans ce film d'ailleurs. Elle est en couple avec son mari Damien, qui est joué par Eric Caravaca, et au début du film, elle va avoir une aventure assez rapide avec un personnage interprété lui par Yannick Chouara. Donc du coup, le pauvre Eric Caravaca, déjà qui était sur M6 dans Année Zéro en début d'année, il avait dit qu'il s'était déjà fait tromper par sa femme, et là, ça continue décidément. Et au final, elle va donc avoir cette aventure. Et au début, je me suis dit, on a déjà vu ça plusieurs fois. Et je trouve que la manière avec laquelle ils vont avoir une aventure, c'est pas forcément amené de manière très... c'est pas forcément très réaliste parce qu'on la voit très amoureuse de son mari. Naturel, quoi. On voit qu'elle a une belle relation avec ses enfants. Là, effectivement, ils sont absents quelques jours. Elle rencontre ce mec. Elle lui dépanne sa voiture. Bref, ils vont au resto et là, ils ont une relation ensemble. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est toute la tension qui va monter par la suite. Là, je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce. Ce personnage-là, en fait, s'avère être ce qu'on pourrait qualifier, d'un pervers, voire même au-delà de ça, vraiment un psychopathe qui va la harceler petit à petit, tout doucement, insidieusement au début, et de plus en plus fort. Mais elle ne peut rien faire parce qu'elle a peur que si elle va à la police, son mari va apprendre qu'elle l'a trompée. Et il y a du suspense comme ça, crescendo, tout au long du film, qui fait qu'on est quand même... on a envie de savoir la suite. Vraiment, les 15 premières minutes, je me suis dit, je vais peut-être passer à autre chose. Puis après, je me suis pris dedans. Et sans vous dire que c'est un chef-d'œuvre incroyable, je dirais pas que la réalisation de Vincent Lanoux, elle est incroyable, mais vraiment une très très bonne interprétation des acteurs et actrices principaux. Des enjeux, jusqu'au bout, on se demande comment ça va terminer. Et puis, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je vous avais déjà fait ce compliment-là sur des comédies comme Marie-Francine ou comme... La vie pour de vrai avec Danny Boone récemment. Je trouve ça bien que là on voit un trio de cinquantenaires, que ce soit pas toujours que les comédies romantiques ou les thrillers sur des histoires d'amour ne soient que l'apanage de jeunes gens tout le temps. Et là c'est vrai que du coup c'est assez bien, c'est très très bien interprété, il y a du suspense, on se prend au jeu. Et on peut être assez surpris par moments, il y a des twists dans le scénario comme je vous le disais, donc pour un petit moment à découvrir. Je vous dis pas encore une fois que c'est un coup de cœur absolu, mais j'ai regardé ça hier soir et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler. C'est disponible sur MyTF1
évidemment, et ça se passe à Annecy, et c'est une ville que j'aime beaucoup, en Haute-Savoie. Donc en plus, c'est vrai que les paysages alentours sont vraiment chouettes. Et voilà, ça dure, encore une fois, c'est 2 épisodes. Alors j'ai vu que les internautes avaient beaucoup réagi, avaient beaucoup critiqué le film, parce qu'il y a plusieurs scènes où on voit des scènes de nu, en fait, hein, des scènes un peu osées. Alors il est déconseillé au moins de 10 ans, donc on est loin du sommet de l'érotisme, mais effectivement, on voit de temps en temps les personnages dénudés. Et j'ai vu que ça avait outré beaucoup de personnes parce que c'est un prime time sur TF1, qui est une chaîne familiale. Bref, j'en suis sorti vivant quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil et puis à nous donner votre avis, pourquoi pas. Ça pourrait m'intéresser de savoir si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Voilà, et en tout cas, donc je vous le disais, 2 963 000 téléspectateurs hier, donc lundi 5 juin, hein, puisque vous nous écoutez sans doute en fin de semaine, pour ce téléfilm ou mini-série, comme vous voulez. Eh ben écoute, merci beaucoup. Moi, ce sera une série aussi, puisque j'ai bouffé en quelques jours les 2 premières saisons de la série Jack Ryan sur Prime Video, et j'adore vraiment. C'est un espèce de medley entre Jason Bourne, Mission Impossible, James Bond, voilà, tous ces films un peu d'espionnage avec des gros problèmes d'État, des enquêtes de politique, etc. La première saison nous parle principalement de ce qui va être une variante de Daesh. La deuxième saison, par contre, s'inquiète de problèmes politiques au Venezuela et d'un coup d'état au Venezuela. Donc Jack Ryan, qu'est-ce que c'est ? C'est un analyste, en fait, un ancien Marines qui a eu un problème lors d'une mission, qui se retrouve à être analyste pour la CIA, et qui va trouver des problèmes dans des échanges d'argent au niveau d'influents du Moyen-Orient. Et en fait, il va en parler avec un de ses chefs qui vient d'arriver, et ils vont se dire, bon ben ok, on part je crois que c'est au Yémen, on part là-bas et on va vérifier le truc, et en fait il tombe sur un truc vraiment très important. Je vous raconte pas la suite, et en fait du coup Jack Ryan va se retrouver vraiment impliqué dans quelque chose qui le dépasse complètement. Il va devoir utiliser ses anciennes compétences de Marines pour pouvoir sortir de là, alors que lui était devenu analyste et que ça lui allait très bien. Il prenait son vélo tous les matins, il analysait les comptes, et puis il rentrait chez lui le soir, et bon voilà, il se retrouve embarqué dans cette histoire là. C'est vraiment bien. Pourquoi c'est bien? Déjà parce qu'il y a John Krasinski, et John Krasinski, je suis désolé, mais si moi j'étais homo, je me marierais avec ce monsieur, je le chercherais sur la terre entière pour essayer de voir s'il veut pas se marier avec moi, parce que je trouve qu'il est très beau gosse, et c'est un idéal masculin que je trouve absolument impossible à atteindre de mon côté. Donc merci pour ce coming out, il joue très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis il jouait dans The Office, et il avait un très joli rôle dans The Office, donc voilà, je vous conseille vraiment, j'en parlerai pas plus, foncez voir Jack Ryan. Il y a 3 saisons, la 4e et la dernière saison du coup sortent cette année, ça sort ce mois-ci d'ailleurs si je me trompe pas, et voilà, c'est à voir vraiment, et à manger assez rapidement. Vous arrêtez pas au milieu des saisons pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que c'est une série à fil rouge, quoi, c'est-à-dire qu'il y a qu'une seule histoire qui se tient, et si vous oubliez des détails, que vous revenez dans un épisode 3-4 mois plus tard, vous allez oublier pas mal de choses. Donc voilà, foncez dedans, et faites-vous au moins une saison par une saison sans trop attendre, sans forcément tout manger d'un coup. Chaque saison par contre est indépendante chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer sur cette superbe série. En attendant Mission Impossible, de Death Reckoning partie 1 par exemple, ça pourrait toujours vous mettre dans le bain. Écoute, on a fini avec ces recommandations, on va passer tout de suite aux news. Allez, c'est parti pour les news, et encore une fois, je vais te laisser la main, mon cher David, et tu avais prévu de nous parler de quelque chose, et ce quelque chose, c'est Sean Bailey, le directeur du cinéma de chez Disney, qui fait le point sur les prochains films en salle. Alors écoute, je suis ravi parce que je comptais commencer mon intervention en disant « Savez-vous qui est Sean Bailey ?» Eh bien, les auditeurs peuvent te remercier puisqu'ils n'auront pas à répondre à la question, puisque comme Sean Bailey, effectivement... Mais il ne faut pas le préciser dans ta conduite, moi je dis que ta conduite... Mais oui, mais bien sûr. Sean Bailey, c'est le directeur de la branche cinéma des studios Disney. C'est lui, c'est à lui qu'on doit, sous l'égide de sa direction, et notamment à l'époque de Bob Iger, c'est lui qu'on doit la conduite de tous ces fameux films en live action, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, même s'il y a de belles surprises. Et je n'ai pas vu encore d'ailleurs La Petite Sirène, mais c'est à l'occasion de la sortie de La Petite Sirène qu'il a donné une interview au magazine Variety. Et vous pouvez, sur le site internet du magazine de cinéma Première, voir un résumé de cette interview. Et déjà, la première phrase que cite Sean Bailey, c'est vraiment dur de trouver le truc pour avoir une vraie victoire commerciale qui soit originale et largement appréciée. C'est la raison pour laquelle ils font de live action. Il explique, lorsqu'on fait quelque chose d'original,
très souvent, ça marche pas. Et d'ailleurs, il cite que les plus grands succès qu'il a mis sur grand écran, eh bien, c'est Le Roi Lion de 2019, c'est le Aladdin qui est sorti en 2020 ou 2021, je ne sais plus, et c'est La Belle et la Bête de 2017 avec Emma Watson notamment. Et il exprime d'ailleurs lui-même que ses plus gros flops, c'est The Lone Ranger. Souvenez-vous de ce film un peu à la Pirate des Caraïbes avec Johnny Depp et Tomorrowland, à la poursuite de demain. Et alors, le magazine Variety dit qu'il est à la tête de la branche cinéma depuis 13 ans chez Disney et que c'est une éternité que quelqu'un dans une aussi grosse boîte reste à ce poste. Alors, un petit mot sur La Petite Sirène, où Disney espérait 1 milliard de dollars, enfin, il espérait qu'il soit milliardaire au box-office. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Malheureusement pour eux, je sais pas, j'ai pas le film, je ne sais pas que vaut le film, mais en tout cas, il devrait rapporter quand même 600 millions de dollars, ce qui en fait une réussite, somme toute, acceptable chez Disney. Et donc, il se livre vraiment sur, pour lui, quels sont les films en live action sur lesquels Disney mise le plus pendant ces prochaines années. Et le principal, c'est évidemment Mufasa, The Lion King, qui, pour le coup, sera une histoire originale. Ce sera les origines de Mufasa, le papa de Simba. On rappelle que les dessins animés qui sont sortis en salle ou en direct DVD, le 1 et le 2 et le 3, ce sont le 2 est une suite du 1 et le 3 aux États-Unis s'appelait Le Roi Lion 1.5 puisque ça se passe pendant Le Roi Lion. Mais là, véritablement, drôle, Mufasa, ce sera une nouvelle histoire, une origin story. Donc. Et sinon, il dit qu'il mise beaucoup aussi sur le live action Hercule qui est prévu dans quelques années, qu'il y aura également Vaiana et qu'ils espèrent vraiment qu'il va cartonner. Et enfin, Lilo et Stitch, pour rester un petit peu dans la thématique insulaire de Vaiana. Alors c'est vrai que moi personnellement Vaiana, je suis quand même très surpris parce qu'il faut rappeler qu'il date de 2016, c'est un des Disney les plus récents, donc on peut être surpris de le voir déjà réadapté. Hercule, on rappelle que c'est fin des années 90 et Lilo et Stitch, c'est début des années 2000. Et en tout cas, la technique utilisée, ce sera un mélange d'acteurs en chair et en os avec des animaux photoréalistes ou des personnages photoréalistes réalisé en numérique, alors que le film Mufasa, qui ne sera plus réalisé par Jon Favreau, qui avait fait le livre de la jungle et le Roi Lion, lui sera entièrement donc conçu en numérique comme le premier. Il cite, alors tous les films Star Wars sont aussi produits, soutenus par Bailey et ses équipes, même s'il n'en parle pas, mais il cite enfin que son futur prochain, pas dernier, mais sa dernière priorité qu'il veut évoquer, c'est le nouveau Pirates des Caraïbes. Il dit que Johnny Depp n'est pour l'instant pas impliqué, qu'il n'a pas spécialement prévu de le faire revenir, mais qu'il ne ferme pas la porte complètement non plus. En tout cas, je cite, il dit « On trouve qu'on a une histoire vraiment cool, qui sait honorer les films et qui viennent avant, mais qui aura aussi quelque chose de neuf à raconter. » Et effectivement, chez Variety, on lui fait remarquer quand même qu'il n'annonce que des suites ou des sequels ou des histoires qu'on connaît déjà. Et il dit qu'il a un film qui serait peut-être pour lui l'occasion de lancer une nouvelle franchise qui s'appellerait L'étrange vie de Nobody Owens, qui est adapté d'un roman de Neil Gaiman. C'est celui à qui on doit Sandman notamment. Ça raconte l'histoire d'un petit orphelin qui a été élevé en cachette par des fantômes et qui hante un cimetière. Ça fait 10 ans que le film est développé en interne par Disney. La production de ce film a débuté en 2013 et ça devrait être Henry Selick qui devrait s'occuper de tout ça, qui c'est quand même le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. On cite toujours Tim Burton quand on parle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est Henry Selick qui l'a réalisé, c'est lui qui travaille dessus. Mais pour l'instant, Disney n'est pas certain encore de ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont le sortir? Est-ce qu'il ira en salle? Est-ce qu'il ira sur Disney+? En tout cas, ça fait 10 ans qu'il travaille dessus. Et enfin, pour terminer, il dit un petit mot de son fameux manoir hanté qui est adapté de Phantom Manor à Disney. Et il dit qu'il est assez fier que ce film soit PG-13, qui soit interdit aux moins de 13 ans. Il dit que c'était vraiment l'opportunité de déconseiller ce film aux moins de 13 ans, car c'est je cite, une interdiction appropriée, car il y aura dedans des moments vraiment flippants, mais ne vous en faites pas, il y aura aussi du charme et des instants délicieux. On rappelle que le film sortira le 26 juillet. Voilà donc une interview que je trouvais assez intéressante de vous exposer, parce qu'effectivement, il donne le cap des prochains films. Effectivement, on savait que Mufasa serait un gros morceau, mais également Hercule, Vaiana, Lilo et Stitch, le nouveau Pirates des Caraïbes,
Et donc très prochainement aussi le manoir hanté, puis donc ce projet qui pourrait être aussi sympa. Donc on rappelle que c'est vraiment la branche cinéma, on ne parle pas du tout, j'allais dire on ne parle pas de film d'animation. Quid de Mufasa, hein, puisqu'il n'y a pas de vraie prise de vue, on va dire, avec des acteurs. Oui, mais c'est photoréaliste, donc Mais du voilà, coup, il le ouais. rapproche Ouais, 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 forcément ouais, ouais. du live action, quoi. Donc voilà un petit point qui Complètement. me semblait Mais, intéressant de vous exposer. bah, moi, je suis plutôt agréablement surpris de Mufasa, du coup, parce que c'est vrai que finalement, c'est la bonne recette de pouvoir faire de l'original avec du recyclé. Mm-mm. Finalement, de prendre la licence Le Roi Lion, qui est une des plus grosses licences de chez Disney, si ce n'est pas la plus grosse licence, et d'en faire une origin story en live action, c'est quand même, on va dire, allez, le juste milieu dans ce qui pourrait faire un bon succès chez Disney, parce que c'est vrai que bon, les live action ils sont bien gentils, mais Ouais, on se souvient de La Belle et la Bête qui était juste une grosse rallonge en live action de ce qu'avait été le dessin animé, quoi. ouais, Voilà, c'est quand même pas des pâles copies, mais ça reste des copies, ouais, des genres de ouais, ouais. pastiches, hein, voilà, des dessins animés. Donc c'était bon, moi je suis assez déçu habituellement des live action. Le dernier Peter Pan, hein, Peter Pan et Wendy, qui aurait pu peut-être apporter un peu d'originalité de par la noirceur voilà, du film. Je sais pas, je l'ai pas vu. Encore une fois, c'est sorti que sur Disney+, donc c'est difficile de juger. C'est bien pour le manoir hanté. On est toujours satisfait, toi et moi, de voir des attractions Disney qui sont adaptées au cinéma, quelle que soit la qualité du film. Ouais. Donc ça c'est chouette, puis on attend de toute façon avec impatience ce que nous réserve Disney qui réussit hein, de toute façon à chaque fois à se renouveler. On l'a vu à l'époque où ils sortaient les VHS de La Belle et de la Cendrillon 2, Le Roi Lion 2, toutes ces choses-là qui sont sorties à une époque où Disney avait du mal à se renouveler, et ils sont revenus au bout d'un moment avec des nouvelles licences comme Réponse, comme La Reine des Neiges, qui ont eu énormément de succès. Et donc voilà, moi je pense tout simplement que c'est un cycle hein, où là ils se reposent un peu sur leur laurier jusqu'à ce qu'ils trouvent le nouveau filon qui va renouveler un petit peu quand ils sont arrivés avec Marvel, ça a été pareil, le MCU ça a été un gros renouvellement chez Disney aussi. Donc voilà, c'est toujours des bonnes nouvelles hein, d'apprendre qu'il y a encore des projets en cours et que on va y avoir droit d'ici ces prochaines années. Ma news à moi, elle est beaucoup plus courte puisque je vais vous parler non pas de Disney mais des studios Ghibli qui étaient distribués par Disney en France pendant un certain temps. Tu t'en rappelles, mon cher David, on avait le logo Disney hein, sur mon voisin Totoro pendant toute une période. Et le nouveau Ghibli est prévu, d'ailleurs ce sera le dernier Hayao Miyazaki, le dernier enfin avant qu'il prenne sa retraite. Alors il le dit depuis 3-4 films déjà, mais apparemment celui-là ce serait le dernier de chez dernier. Donc voilà, ça s'appelle Comment vivez-vous ? Et ils ont annoncé que cette fois-ci, il n'y aurait ni trailer, ni grande affiche, ni interview, ni quoi que ce soit, et que le film sortirait de but en blanc le 14 juillet au Japon. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce que le producteur de Comment vivez-vous, Toshio Suzuki, a expliqué qu'en fait, cette fois-ci, ils n'avaient pas besoin de mettre en avant le film, ils n'avaient pas besoin de faire de la pub. Hayao Miyazaki, c'est une valeur sûre. Ils savent que de toute façon, le film va avoir du succès, et dans tous les cas, ils veulent que les gens l'apprécient pour ce qu'il est, puisque c'est son dernier film, et ils voulaient voilà, mettre ça à l'honneur, donc je trouve ça très bien. Alors, évidemment, forcément, l'Europe et les États-Unis auront droit à, pas forcément des bandes annonces, mais à des extraits de films, hein, puisque le film sera sorti au Japon avant de sortir en France, le temps qu'il soit traduit, etc. Donc, dans tous les cas, nous, on aura droit à des extraits de films, peut-être une bande annonce selon les distributeurs, ce que les distributeurs en France et aux États-Unis auront choisi de faire, mais en tout cas, au Japon, le 14 juillet, le film sortira sans avoir été montré au public, et je trouve ça très bien, c'est une très belle expérience. Toi et moi, on n'est pas des grands fans des bandes annonces, surtout toi, t'as toujours un peu peur de te faire spoiler et de te faire, on va dire, modifier ton avis sur un film en voyant la bande annonce, que je comprends tout à fait. Donc là, cette fois-ci, ben, c'est pas plus mal finalement, donc si tu as des sous, tu peux aller le 13 juillet au Japon pour pouvoir aller voir le film le 14 juillet et découvrir un film entièrement sans avoir vu la bande-annonce si tu le souhaites. Donc voilà, c'était une petite news, mais je trouvais ça important. C'est une expérience qui est complètement unique, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, et je trouve ça bien finalement de se reposer sur le nom d'un réalisateur pour éviter de gâcher la surprise aux spectateurs. Au risque d'avoir une grosse unpopular opinion, c'est vrai que je ne suis pas un immense fan des films d'Hayao Miyazaki. Non pas que je ne les trouve pas extrêmement réussis, mais c'est vrai que c'est un univers qui me parle relativement peu. Alors il y en a que j'aime vraiment beaucoup, que je suis très heureux d'avoir vu. C'est vrai que la culture japonaise, alors que je suis pourtant un grand fan de Nintendo, de Pokémon, etc., j'ai peut-être un petit peu moins d'acquaintance avec cette culture-là que beaucoup de gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc
je l'attends pas avec une impatience folle, mais j'irai le voir parce qu'encore une fois, il faut toujours sortir un peu de sa zone de confort. C'est comme ça que j'ai pu passer un merveilleux moment devant Suzume il y a quelques temps, que j'ai aussi adoré vraiment certains films des studios Ghibli. Je pense à Porco Rosso notamment. Je pense à La Colline au Coquelicot, qui est vraiment fantastique et plein de poésie. Donc, affaire à suivre, mais l'idée de ne pas diffuser de bande-annonce, mais qu'est-ce que j'aime ça, même si j'ai bien conscience, puisqu'on est tous les deux exploitants d'une salle de cinéma, que c'est la première publicité pour nous. Et combien de fois mes proches qui sortent de la salle disent « Oh, on a vu un film, j'en avais jamais entendu parler, il avait l'air super ». Donc voilà, affaire à suivre en tout cas, mais je pense que chez nous, on n'est pas prêt d'avoir des films sans bande-annonce. Ouais, complètement. Mais voilà, encore une fois, c'est quand même bien d'en parler, c'est une jolie expérience. Et en tout cas, des films dont on verra la bande-annonce pendant un moment, c'est les films de Cannes. Donc on va passer tout de suite à notre sujet principal. Eh bien mon cher David, Cannes s'est terminé depuis maintenant quasiment 2 semaines, hein. Ça s'est terminé le 26 mai ou le 27 mai, je ne sais plus, on a déjà oublié puisque Cannes c'est déjà bien loin. Mais en tout cas on voulait revenir avec vous sur ce moment, voilà, sur ces 10 jours hein, qui ont fait Cannes, qui ont fait travailler la croisette et qui nous permettent nous de pouvoir alimenter en film art et essai cette longue année qui nous attend jusqu'au mois de mai de l'année prochaine où des nouveaux festivals vont arriver. Alors on le sait, les festivals ça commence plutôt vers le mois de février, mois de mars avec les Golden Globes, si je me trompe pas, c'est toujours eux qui ouvrent à peu près la saison. Voilà, il y a la Mostra de Venise, bien sûr, il y a la Berlinale, plein d'autres. C'est plus la cérémonie des récompenses que des festivals d'ailleurs, hein. Les festivals, c'est justement plutôt Cannes, hein, les films en avant-première, et ensuite c'est les cérémonies. Ouais. C'est vrai, exactement, oui, je confonds cérémonie et festival, tout à fait. Mais voilà, pour vous dire que le Festival de Cannes, c'est quand même le point culminant de l'année dans les récompenses de films, et donc il était normal qu'on revienne dessus et qu'on vous en parle un petit peu. Et déjà, je vais commencer par vous faire une petite checklist, en fait, même si vous l'avez déjà vérifié, mais j'ai pu récupérer déjà les dates de sortie de certains films, ce qui peut peut-être vous intéresser par rapport à ce qui va arriver. Donc, bien sûr, la Palme d'Or, hein, l'anatomie d'une chute de Justine Triet sur le procès d'une femme suspectée d'avoir tué son mari. Ça sort le 23 août. Le Grand Prix, alors le Grand Prix, moi je me demandais ce que c'était, donc je suis allé vérifier. Qu'est-ce que tu me montres là ? Non, rien, je voulais voir si t'étais déstabilisable et je vois que ça marche. Ah ouais, complètement, je suis déstabilisable. Le Grand Prix, donc moi je savais pas ce que c'était, donc je suis allé vérifier, c'est une récompense pour le film qui a le plus inspiré les jurys, celui qui a le plus d'originalité, et donc du coup cette année ça a été Zone of Interest de Jonathan Glazer, c'est le monsieur qui avait fait Under the Skin il y a quelques années, avec Scarlett Johansson. Ça parle d'un commandant nazi qui vivait à côté d'Auschwitz avec sa famille, et pour l'instant il n'y a pas de date de sortie. Oui. Le prix du jury c'est les feuilles mortes de... Oui. Non, j'allais dire que le Grand Prix, en fait, en gros, c'est le numéro 2. Hein. Certains l'appellent la palme d'argent, un peu, voilà, de manière de dire, ou la petite palme d'or. Vraiment, le Grand Prix, on va dire, c'est le film qui a le plus concurrencé la palme d'or dans le choix des jurys. Pour vous donner un petit exemple. Et le prix du jury, on pourrait, si on va par là, ce serait un peu la palme de bronze, ce serait un peu la 3e place. Exactement, et ce sont les feuilles mortes de Aki Kaurismäki qui l'a gagné. C'est un film qui sort en septembre. Le prix de la mise en scène, c'est La Passion de Dodin Bouffant de Trap Han Hong, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. C'est une romance autour de la cuisine qui sort le 8 novembre. On a ensuite le prix d'interprétation masculine qui a été gagné par Koji Yakusho dans Perfect Days de Wim Wenders et qui raconte la vie quotidienne d'un nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo. Ça paraît pas fantastique comme ça, mais en tout cas c'est pas si mal, il paraît. En tout cas c'était à Cannes, donc ça doit forcément être bien. Et ça sort au mois de novembre pendant que David fait de la rocking chair. Vous n'avez pas l'image, moi je l'ai et c'est très intéressant. L'interprétation féminine a été gagnée par Merve Dizdar dans Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan et ça sort en juillet. Le prix du scénario a été gagné par Yuji Sakamoto pour Monster de Koreeda qui avait eu droit lui à Cannes l'année dernière avec Les Bonnes Étoiles et ça sort en décembre. La Caméra d'Or récompense toujours un premier film, et ce premier film c'est L'Arbre aux papillons d'or de Pham Thien An, un film vietnamien qui sort en septembre, et la Cuir Palme a été gagnée par Koreeda pour Monster, encore une fois, puisque ça parle d'homosexualité.
Voilà pour le prix en général. Bien sûr, il y a la quinzaine des réalisateurs, bien sûr, il y a des festivals parallèles pendant le festival de Cannes, il y a des récompenses parallèles également, il y a le court-métrage, etc., etc. Et il y a aussi beaucoup de ventes de films, et on ne l'oublie pas, hein, bien sûr, les professionnels vont aussi acheter des films à ce moment-là, et ça c'est hyper intéressant également, mais c'est tellement vaste que c'est difficile de vous en parler, donc ce ne sera pas le sujet cette fois-ci. Mon cher David, que penses-tu de tout ça? Ce que je vois, moi, là, c'est que vraiment, comparé à l'année dernière, les films vont sortir à peu près tous à la même période, c'est-à-dire entre le mois d'août et le mois de novembre. On n'a pas de films qui sortent l'année prochaine, comme on l'a eu, par exemple, sur le Festival de Cannes de 2022. Alors, je vais commencer par vous faire un aveu. Cette année, c'est une des premières années où je suis aussi peu la quinzaine de Cannes, puisque, voilà, étant en pleine période de partiels importants, révision, etc., j'avoue que je m'y suis pas intéressé sans doute autant que j'aurais dû. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, bah, déjà sur la Palme d'Or, je suis vraiment ravi que ce soit une femme qui l'ait emportée, et en plus une Française, bravo. Alors, certains diront, oui, mais c'est parce que c'est une femme qu'elle a eue, et nanana, nanana. Donc là, ça montre qu'il y a encore du travail à faire pour éduquer les gens, parce que j'ai lu ça partout, mais encore une fois, quand un homme gagne, on ne dit pas que c'est parce que c'est un homme, donc il faut avoir l'honnêteté d'esprit de faire pareil quand il s'agit d'une femme. Moi, ces derniers films, j'avoue que c'est pas ma réalisatrice préférée, hein, pour être tout à fait franc, mais j'avoue que notamment la bataille de Solferino m'avait beaucoup amusé sur ce côté. En fait, il se passe un moment incroyable enfin, un moment important, on va dire, dans l'histoire de France, mais en même temps, on suit le quotidien de gens ordinaires qui galèrent ce soir-là, et j'avais trouvé ça vraiment assez amusant. Et puis Victoria et Sibylle, qui sont des films vraiment devant lesquels je passais un bon moment, mais voilà, c'est pas forcément le style de cinéma que j'affectionne le plus, mais je suis vraiment très impatient de voir l'anatomie d'une chute. Aki Kaurismäki, pardon, c'est vraiment un chouette réalisateur aussi, hein. Je pense notamment à son très réussi L'autre côté de l'espoir. Je suis bien hypé pour découvrir donc son nouveau film. Le Jonathan Glazer que tu citais tout à l'heure, Under the Skin, c'était vraiment aussi très chouette. Donc c'est vraiment des noms qui font envie. On peut ajouter à ça des noms comme Wes Anderson, hein. Moi, c'est un réalisateur que j'aime extrêmement profondément, et je trouve que les gens sont très durs avec lui, et l'ont été notamment lors de son dernier film dont j'ai oublié le nom. C'était un film à sketch, le French Dispatch, voilà, que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Fantastic Mr. Fox fait partie de mes films préférés de tous les temps, un peu comme Moonrise Kingdom, etc. Moonrise Donc, Kingdom. J'ai hâte de voir Asteroid City. Donc, comme tous les ans, Cannes, c'est un moment qui nous donne envie de voir des films, c'est un moment qui nous donne envie d'aller au cinéma. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est quand même assez éclectique, ces récompenses. Il y en a un peu pour tous les goûts. Alors évidemment, il n'y a pas de comédie potache, il n'y a pas de film de Philippe Lachaud ou de Danny Boone. J'adore Philippe Lachaud, entre parenthèses, c'est pas péjoratif, mais effectivement, ça récompense un certain genre de cinéma. Oui, bah lui, il va plutôt au Festival d'Alpe d'Huez. Voilà, ouais, qui est un festival très chouette d'ailleurs. Oui, complètement. Et vraiment, bah, je suis enthousiaste, comme à chaque fois. Même si là, j'ai pas vraiment suivi, encore une fois, la quinzaine, donc je me suis pas vraiment approprié les films comme j'ai pu le faire d'autres fois. Je me rappelle notamment en 2021. Bon, c'était particulier aussi parce que avec le Covid, le festival, rappelez-vous, avait eu lieu début juillet, donc j'étais en période de vacances, donc en plus j'avais été à fond, j'avais pu suivre ça de très près, notamment avec le très joli Annette de Léos Carax. Et donc, plein d'enthousiasme, comme toujours, même si j'ai pas beaucoup suivi. Le peu que j'ai vu, j'ai super envie de découvrir tout ça. Donc vraiment. Mais c'est vrai que même au niveau du jury, je trouve que c'est quand même vachement plus moderne que. Enfin, alors, encore une fois, depuis qu'on a l'émission, il y a des choses auxquelles je m'intéresse plus qu'avant, et le Festival de Cannes en fait partie. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, les noms du jury ressortait plus que les autres années. Je veux dire, Robert Osloon venait de gagner la Palme l'année d'avant. On a quand même Denis Ménochet qui est en pleine montée avec Asbestas et tous les rôles qu'il a eu l'année dernière. Brie Larson qui est hyper connu pour le grand public avec le MCU. Paul Dano qui était dans le dernier The Batman et qui était aussi dans The Fabelmans. Un acteur incroyable. On a aussi Julia Ducournau. Enfin voilà, c'est des grands noms. Les gens connaissent ces noms-là. Donc c'est vrai que comme tu dis, cette année c'est très éclectique et c'est surtout très grand public. Je trouve que vraiment
cette année, il y a une réconciliation du grand public avec le Festival de Cannes, l'arrivée d'Harrison Ford pour Indiana Jones, même si l'année dernière on avait eu Mission Impossible, mais pas Mission Impossible, on avait eu Top Gun, et Top Gun avait annoncé vraiment cette fin de Covid, la retour au cinéma, etc. Mais là, je trouve qu'Indiana Jones, ça permet d'ancrer le cinéma dans une nouvelle période de bonheur, quoi, et de reprise de cinéma. Donc voilà, je trouvais vraiment que le Festival de Cannes cette année a fait beaucoup parler de lui, et beaucoup parler de lui partout, grâce aussi, faut le dire encore une fois, grâce à France Télévisions, qui était absolument sur tous les fronts, grâce à toutes ces chaînes de télévision, grâce au podcast, voilà. Il y avait Brut aussi qui a réussi à envoyer ça à l'international, donc le festival était vraiment partout cette année, et ça fait vraiment plaisir. Même TikTok, il faut le dire, voilà, tout le monde n'est pas forcément fan de TikTok, mais TikTok a réussi à amener du cinéma auprès d'un public qui ne va peut-être plus forcément au cinéma ces derniers mois ou ces dernières années, et donc voilà, je pense que c'est du donnant-donnant, et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut le dire aux gens, il faut oser. On le sait, la Palme d'Or, déjà, c'est un gage de réussite. On l'a vu quand même, nous qui sommes un cinéma RSM, mais aussi un cinéma mono-écran de campagne. Il y a des gens qui sont venus voir sans filtre. Ils seraient jamais venus voir sans filtre si ça n'avait pas été la Palme d'Or, c'est certain. On peut se rappeler de Parasite, alors lui qui a fait le combo, c'est assez rare, oui. Palme d'Or, Oscar du meilleur film, qui avait aussi cartonné chez nous, alors que c'est le genre de film que les gens seraient peut-être pas allés voir comme ça. Donc la Palme d'Or, c'est souvent un gage de réussite commerciale. Alors en plus, là, il y a eu toute cette histoire un petit peu de polémique. Nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cinéma, mais qui fait qu'on en a peut-être encore plus parlé que les autres années. Le fait que la réalisatrice soit française, qu'elle ait eu des prises de position marquées, et qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elle a dit, et comme on dit souvent en matière de médias, on dit souvent bad news is good news, des mauvaises nouvelles, ça fait beaucoup d'audience à la télé quand il se passe des drames, et ben en fait bad buzz is good buzz aussi, en fait, c'est-à-dire que vraiment, du moment, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, comme le disaient certains publicitaires, c'est exactement ça. Et là, je suis certain que le film va cartonner. Et tant mieux pour Justine Triet, qui est une réalisatrice qui a vraiment des choses à dire en matière de cinéma. Mais surtout que c'est un sujet d'actualité, je veux dire en ce moment, le féminicide, les problèmes de couple, on le voit avec L'amour et les forêts qui va bientôt sortir, qui est sorti d'ailleurs, qui a été aussi présenté à Cannes, qui parle d'un sujet du même type. Tu viens de regarder, toi, ta recommandation de cette semaine parle aussi de ça. Donc je trouve que c'est un sujet qui est traité au bon moment par une femme, qui est récompensée également au bon moment. Donc alors effectivement, tout ça, tout le monde pourrait voir ça d'une façon politique. Moi, je trouve que non, c'est juste que c'est des thématiques modernes et contemporaines, tout simplement, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une véritable ouverture, je pense, oser vous lancer. Allez voir des films d'Harry Kaurismäki, allez voir des films de Koreeda, allez voir des choses comme ça. Moi, le premier, j'ai regardé Drive My Car, par exemple. Qui avait eu son petit succès aussi à l'époque à Cannes, que je n'aurais pas regardé s'il n'y avait pas eu ça. Franchement, le meilleur exemple, sans doute, c'est 2014 avec Winter Sleep, ou 2015, je ne sais plus. 2014, je crois. Un film de 3h20 contemplatif comme ça, s'il n'a pas la Palme d'Or, jamais je vais le voir en salle. J'y suis allé. Bah oui. Je ne peux pas vous dire que j'ai adoré, mais je n'ai pas passé un mauvais moment du tout. Donc vraiment... je pense que... Allez-y, osez. Moi, c'est vraiment le mot que j'ai envie de lancer après Cannes, c'est oser. C'est vraiment quelque chose qui est toujours... Bon, bah, si vous aimez pas, mais dans la vie, il faut aussi prendre un risque. Je ne sais pas où vous vivez, mais la place de cinéma, on va dire, allez, si vous la payez entre... Il y a bientôt la fête du cinéma, mais allez, entre 5 et 10, 12 euros. C'est toujours embêtant en période d'inflation. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, mais de temps en temps dans la vie, prendre un petit risque, oser se dire, allez, je tente le coup. Et puis, bah, si vous n'aimez pas... C'est dommage, mais si vous passez un beau moment, mais c'est tellement génial de se dire allez, je tente un truc, et puis au final de l'adorer. Donc allez-y, lancez-vous. Ouais, complètement. On vous le conseille, ne serait-ce que pour une année, voilà, d'essayer quelques films de Cannes. Surtout qu'encore une fois, on ne les a pas encore vus, on n'était pas à Cannes cette année. On croise les doigts. Mais voilà, ce qui pourrait vous intéresser aussi cette année, c'est que encore une fois, il n'y a aucun film
par exemple, je vois il y a quelques années, on avait Titane avec Julia Ducournau. C'est un film qui est très clivant. C'est très compliqué de regarder ce genre de film-là. Ça peut presque dégoûter les gens des films de Cannes parce que ça a été un film qui a vraiment transcendé les genres. Là, cette année, c'est beaucoup de comédies romantiques, c'est beaucoup de comédies dramatiques. Faut pas oublier que Coris Maki, c'est quelqu'un qui fait des films drôles. C'est des films qui sont un peu loufoques. Il y a pas mal d'humour dans ces films à lui. Donc voilà, il faut pas oublier que là, pour le coup, cette année, c'est des films qui sont hyper accessibles, qui ont des sujets peut-être un peu compliqués, mais qui sont accessibles. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller suivre les films de Cannes de cette année. Alors, je parle pas de Zone of Interest, effectivement, ça parle d'un gars qui vit à côté d'Auschwitz en pleine Seconde Guerre mondiale. Je vais vous avouer que ça doit pas être très drôle comme film. Même Anatomie d'une chute, c'est pareil, c'est pas des films qui sont très drôles, mais c'est des films qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles historiquement, ils sont accessibles dans leur sujet, ils sont pas psychédéliques, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment, cette année à Cannes, je pense que c'est vraiment la bonne année pour commencer et aller voir quelques-uns des films qui ont été récompensés. Je fais une petite rectification pas importante, mais c'est pas Drive My Car que j'ai vu, c'est Decision to Live. Voilà, excusez-moi. Mais bon, bref, en tout cas, je pense que c'est un bon. On a fait le tour quand même de manière pas exhaustive, Oui. mais quand même, je pense qu'on a évoqué pas mal de points. Et je pense qu'on peut dire un petit peu en conclusion que de toute façon, Cannes, c'est la fête aussi de l'éclectisme du cinéma. Si vous regardez le palmarès des dernières Palmes d'Or, c'est complètement différent. Titane et Sans filtre, par exemple, j'ai vraiment adoré Sans filtre, mais c'est complètement différent. Si vous remontez un petit peu dans les années précédentes, Parasite, c'est pas du tout Dipan, c'est pas Winter Sleep, c'est pas La vie d'Adèle. C'est toujours, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que on récompense pas toujours les mêmes films, on récompense pas toujours les mêmes réalisateurs, même si effectivement Östlund l'avait eu pour Sans filtre et en 2017 aussi pour The Square, voilà, que j'avais adoré aussi. Vraiment, c'est un réalisateur que j'adore. Donc il y a de tout. Il y a de tout, et en fait, c'est vrai qu'il y a cette ouverture au grand public qui est quand même appréciable. Le fait que l'année dernière, il y a eu Top Gun qui a été présenté. Là, cette année, c'était Indiana Jones. On avait en film de clôture Elementary, le dernier film de studio Pixar. Élémentaire, pardon, je n'arrête pas de garder son titre anglais. En tout cas, il y a plein de choses. Et il y avait un reportage dimanche dernier dans 66 minutes sur les coulisses du Festival de Cannes où effectivement, on peut le dire, tout n'est pas rose encore. On voyait notamment un gars qui venait se faire livrer en hélicoptère des places pour le Grand Prix de Monaco. Il exigeait que ça lui soit livré en hélicoptère en tant de minutes avant d'aller rejoindre le palace de Cannes, etc. Donc oui, Cannes, c'est une énorme débauche d'argent, c'est un énorme, peut-être aussi gâchis environnemental à certains égards, je pense. Mais voilà, nous on est là vraiment pour vous débriefer la partie cinéma, les films qui sortent, et c'est sûr que le Festival de Cannes, c'est quand même le moment où le monde entier, avec les Oscars, a les yeux rivés sur le cinéma. Et rien que pour ça, je pense qu'il est quand même assez essentiel. Ouais, complètement. Bah écoute, c'est un joli mot de la fin. Je pense qu'on va terminer sur ce sujet-là. C'est difficile, on va pas trop rentrer dans le détail non plus parce que ça serait tourné en rond, je pense. Puis le festival est déjà terminé depuis un moment. Vous avez déjà eu pas mal d'informations. Donc, le but était juste de vous donner notre avis, de vous en parler, puis encore une fois de vous motiver à aller voir tous ces films-là. Donc voilà pour ce gros sujet autour de la clôture du festival de Cannes. Et c'est parti pour ta chronique télévision. Alors mon cher David, les audiences d'hier et du week-end qu'ont regardé les Français ces derniers temps, mon cher David. Eh bien écoute David, je vais te faire gagner du temps en montage, puisque rappelons que l'émission on l'a tournée jeudi, donc là on la tourne en début de semaine, donc il y a moins de jours à passer. Sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas des choses particulièrement passionnantes sur lesquelles s'arrêter sur les audiences du week-end, hein, si ce n'est parler un petit peu de Masked Singer, dont c'était la finale il y a quelques jours, mais globalement je trouve que les audiences les plus intéressantes, c'est sans doute plutôt celle de jeudi déjà, le jour où on enregistrait l'émission, avec le carton, encore une fois, de HPI. HPI et ses 7,346 millions de téléspectateurs, c'est un truc de fou, et c'est presque décevant, hein, puisque rappelons que pour la première saison, on avait des scores qui allaient à 8, 9, voire 10 millions en prime, c'était assez incroyable. Je me rappelle écouter l'émission Culture Média sur Europe 1 et les vendredis matins en allant en bossant et je me disais mais c'est dingue ces scores de malade à 10 millions. Donc voilà, là, c'est vraiment 7 millions, rappelons qu'il y a environ 1 à 2 millions de personnes qui les regardent en replay, donc ça augmente quand même allègrement
Oui. les statistiques et l'audience, donc c'est vraiment un énorme carton. Vendredi soir, j'ai donc la finale de Masked Singer à 3 millions de téléspectateurs. C'est pas mal du tout, hein, c'est même mieux que les C'est pas dernières mal. saisons, mais ça reste quand même 1 million derrière les Tropiques criminels de France 2. On dira jamais assez à quel point les polars et les thrillers marchent à la télé. Point de vue cinéma, un mauvais fils sur France 5 à 850 000 téléspectateurs et 450 000 juste derrière pour le maître d'école sur TF1 Série Film, ce qui permet à TF1 Série Film de se hisser à la 6e place du classement. C'est assez rare de les voir aussi haut, donc on les félicite. Et puis RMC Story à la dernière place avec les pires accidents, ascenseur et escalator. Voilà, je savais même pas que cette émission existait, mais ces derniers en tout cas au classement de vendredi. Le duel du dimanche soir, pas vraiment à la hauteur de nos attentes, hein, un petit peu daubé, si je puis me permettre, par rapport Oui, en c'était tout pas cas terrible. à celui de cette semaine. On peut quand même noter le carton de Camping 3, hein, 3,4 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un carton, c'est un très bon score, on va dire, pour un film multidiffusé, multi-rediffusé. Je crois que le film date de 2017. Alors effectivement, c'est un film Ouais. qui sent bon l'été, c'est un film qu'on peut ressortir à cette période de l'année. Mais néanmoins, ouais, ça a marché fort et ça a marché pas mal aussi pour Chacun chez soi, hein, sur France 2, puisqu'on est à 2,6 millions de téléspectateurs, donc 3,4 et 2,6. On a connu pire dimanche pour les deux chaînes, Oui, ça se donc tient. Ouais. c'est plutôt pas mal. Côté TNT, c'est Arte qui est à la première position avec American Gangster et c'est 1 58 000 téléspectateurs. Très Et bien. à la 6e place des audiences, juste derrière Arte avec quasiment 700 000 téléspectateurs. Je ne sais pas si tu seras agréablement surpris, mais c'est Transformers 4. Carton pour Ah. Transformers qui Eh ben, a... tu sais que j'étais devant. Ah ouais, d'accord. Je l'ai jamais vu moi celui-ci. Et ben ça a Bah, ça vraiment permet de marché. reprendre au début en fait, parce qu'il y a plus Shia LaBeouf, ça reprend un peu à Ouais. zéro. Il faut juste comprendre que du coup, ça c'est la suite du 3, mais pas vraiment. Enfin voilà, donc ça permet de reprendre à zéro avec des nouveaux personnages, donc c'est pas si mal. Et je Et puis pense, il est plutôt chouette. ouais, et puis je pense que sincèrement, il y avait un peu des gens qui étaient entre guillemets orphelins de blockbuster dimanche soir, qui avaient Ouais, l'habitude de se poser complètement. devant les grandes chaînes. Et bon, American Gangster, même si c'est un film qui est quand même très populaire, c'est pas forcément hyper grand public. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, bah, il n'y a pas de film de super-héros, il n'y a pas de film d'action, bah, allez, go, Transformers, quoi. Donc, C'est ça. ça a bien marché, hein, ça a battu les 3 jours du Condor sur C8, ça a battu de l'autre côté du périph sur W9, ça a battu Overdrive sur TFX qui fait même pas 400 000 téléspectateurs, alors que c'est Aïe un aïe aïe. film relativement récent. Et à noter, c'est assez rare pour être signalé, la dernière place, c'est C-Star avec Chicago Fire. Pourquoi je dis c'est assez rare pour être signalé? Parce que c'est en dessous des 100 000, c'est seulement Ah ouais. 93 000 personnes, et alors, effectivement 0,5% du public, battu notamment par Gulli, juste devant avec E égale M6 Family. Et enfin, alors Ah hier oui. soir, alors on enregistre, lundi pour vous, lundi 5 juin, c'est Abyss sur France 2 qui est en tête. J'avais hésité à lancer cette série, hein, dont j'avais entendu le plus grand bien, avec la deuxième Ouais. place, donc juste devant Entre ses mains. Alors c'est vraiment très serré, hein. Abyss, 3 100 000 téléspectateurs, Entre ses mains, 2 960 000, donc il y a moins de 20 000 téléspectateurs entre les deux chaînes. Et alors, Marié au premier regard, 2 millions, mais surtout le mur de l'Atlantique. Tu te rappelles que on avait dit que France 3 changeait de stratégie. Ils passaient des films plutôt récents le lundi soir. Et bien là, ils ont passé un film avec Bourvil. Eh bien, c'est un véritable carton puisqu'ils dépassent les 2 millions, ce qui ne leur Ah arrive la vache. jamais avec leurs films du lundi soir. La semaine dernière, ils étaient avec le discours notamment, hein, où ils étaient Oui, à peine complètement. Ouais. au-dessus du million. Eh bien, là, ils dépassent les 2 millions, hein, 2 29 000 C'est téléspectateurs. dommage. Donc, faut s'attendre, je pense, à avoir du cinéma de patrimoine, peut-être un peu plus souvent en Ouais, prime, bah oui, oui. le lundi soir. Et vous savez qu'on aime bien aussi le duel du lundi soir, le duel des blockbusters entre W9 et TMC. On vous l'avait un peu prévu, hein, mais c'est largement Taken qui l'emporte cette Ah semaine bah oui. avec 781 000 téléspectateurs pour le film avec Liam Neeson. Et surtout, on vous l'avait prédit, eh bien, c'est le gadin pour Ant-Man, hein. C'est quand même, voilà, on l'avait dit la semaine dernière, 500 000 téléspectateurs pour TMC. Rappelons que la chaîne espère chaque lundi être le plus proche possible du million. On va dire les objectifs de TMC du lundi soir, c'est être le plus proche possible du million et dépasser W9. Et bien là, ils sont battus par W9 et seulement à la moitié de leur objectif. Alors, j'ai rien contre Ant-Man, qui est plutôt un film que j'apprécie dans le MCU. Je trouve plutôt sympa, mais je comprends pas pourquoi on s'entête à le diffuser, le rediffuser, Bah oui. sachant que sur Ouais, je comprends TF1, pas. ils l'ont passé il y a pas si longtemps déjà, c'était aux vacances de février, et puis qu'il avait déjà pas marché, hein. On rappelle, il avait fait 2,5 millions en prime, et là seulement 500 000 hier soir, donc
c'est pas joli. J'ai un peu de mal avec cette place qu'a TMC en ce moment d'être un peu la petite sœur replay de TF1, Ouais. quoi. Ils passent leur programme pas très longtemps après Ouais. sur TMC, et je trouve ça un peu bête, en fait, au lieu de créer une chaîne thématique Bah, carrément. un petit peu plus, on va dire, indépendante de TF1. Ouais. Là, c'est quand même dommage, parce que du coup, ils font des scores vraiment minables, quoi. Alors, il faut rappeler que quand TF1 signe les droits d'acquisition de films, je ne sais pas comment ça se passe pour tous les films, mais j'avais vu ça passer au moment de la sortie d'Aline, qui d'ailleurs devrait peut-être pas tarder d'arriver sur TF1. J'avais vu en fait qu'ils s'engagent pour tant de diffusions sur TF1 en général. Alors c'est 3 ou 4 sur TF1, ou 2 ou 3 suivant le film, ou 1 ou 2, plus un sur TMC très régulièrement en fait. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi le faire aussi près après, quoi. Ant-Man, ils avaient le temps de le repasser dans un an, quand les gens auraient un petit peu oublié, voilà quoi. Donc c'est un peu surprenant, je trouve, d'autant que. Est-ce que c'est pas avec les nouveaux accords de Disney+, est-ce qu'ils n'ont pas été pressés par la fenêtre pour une raison ou pour une autre? C'est pas impossible, c'est aussi c'est un peu ce que j'allais dire également. Et du coup, on se retrouve avec effectivement TF1 série film avec Banzai qui est seulement 100 000 téléspectateurs, un petit peu plus derrière. TF1 série film qui double TMC, ça arrive pas tous les jours et ça a failli arriver 2 fois cette semaine. Donc voilà pour les audiences, mais c'était un lundi assez intéressant, je trouve, avec beaucoup de choses à dire. Eh ben écoute, il y a d'autres choses intéressantes à dire, c'est dans tes news, et on va commencer par la news Sophie d'avant. Alors, je pense que nos auditeurs, que dis-je, nos spectateurs, peut-être un jour, mais nos auditeurs pour l'instant, peut-être qu'on sera sur 20 minutes TV, un de ces quatre, on ne sait pas. Mais bon, voilà, bref, nos auditeurs ne se doutaient pas qu'un jour on parlerait de Sophie d'avant. Eh bien, si, aujourd'hui on en parle grâce au Mercato. Et oui, Sophie d'avant que deviendra Sophie après? On peut se poser la question, puisque y a plusieurs rumeurs qui circulent sur Internet, notamment CG Scoop, un compte dont on vous parle régulièrement sur Instagram, qui évoque le départ de Sophie Davant au sein de France Télévisions. On rappelle que la présentatrice est à la tête d'Affaires conclues depuis 2017, mais elle n'a jamais caché que c'est pas forcément le programme qu'elle préfère animer. Elle avait succédé à Jean-Luc Delarue à la tête de Toute une histoire, une émission de témoignages de l'après-midi. Toute une histoire a été supprimée et remplacée par Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, et on sait que c'est plutôt ça qu'aurait préféré animer Sophie Davant. Elle s'est retrouvée donc à la tête d'Affaires conclues, et visiblement, eh bien, elle en a un peu marre, elle est un petit peu lassée, et ces derniers jours, on a appris qu'elle quitterait la chaîne pour aller du côté du groupe Canal. Mais il y a eu un petit démenti il y a quelques jours en disant que finalement, non, peut-être pas, elle resterait peut-être quand même sur France Télé, mais peut-être pour faire autre chose. Alors, visiblement, en tout cas, selon le journal Le Parisien, Sophie Davant a été approchée par les patrons d'Europe 1 pour présenter une émission quotidienne à la rentrée. Et elle s'est notamment vue proposer tout d'abord la case de Philippe Vandel à la place de Culture Média. On rappelle qu'on nous a annoncé que Philippe Vandel serait sur le départ et que ce serait une sorte de céto-programme. C'était l'émission qu'elle présentait à l'époque sur France 2 après Télématin, donc après la matinale. Et puis, finalement, quelques jours plus tard, elle aurait donné son accord pour une quotidienne entre 16 et 18 heures à la place d'Historiquement Chaud de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Et visiblement, les dirigeants d'Europe 1, qui, il faut rappeler maintenant, est une radio qui appartient qui glisse de chez Lagardère vers Bolloré, donc le patron de Canal. Et donc, on lui aurait proposé également une émission en clair sur Canal+, ou sur C8. Les dirigeants du groupe Canal+ sont démentis auprès du Parisien en disant « On ne discute pas de télévision avec Sophie Davant en ce moment, seulement de radio ». Et ce matin, auprès du journal Télé Loisirs, il y a Stéphane Simon-Gomez, c'est le patron des antennes programmes de France Télévisions, a dit « Cela fait plusieurs semaines qu'elle me dit qu'elle a envie d'autre chose. Je respecte cela, même si j'aurais préféré la garder. Je pense qu'elle ne présentera plus Affaires conclues à la rentrée, en tout cas en semaine. » Il précise enfin que c'est une figure populaire et emblématique de France 2. Elle est très attachée à France Télévisions et a toute sa place chez nous. On va discuter d'autres projets. Donc, contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques jours, elle n'est pas forcément partie de France Télévisions, mais elle pourrait en partir, en tout cas si on ne lui propose pas des choses à sa hauteur. Et il se murmure que Laurence Boccolini, elle aussi, là c'est le site de Jean-Marc Morandini qui l'a annoncé aujourd'hui, serait aussi sur le départ. On rappelle qu'elle avait quitté TF1 il y a quelques années parce qu'elle trouvait qu'elle était sous-exploitée. Et donc, elle avait eu plusieurs émissions en prime time proposées sur France 2. Mais là, à part l'Eurovision qu'elle a co-présenté il y a quelques jours, elle se trouve cantonnée à ses jeux matinaux, notamment Tout le monde veut prendre sa place. Elle avait remplacé
remplacer Nagui, et du coup, elle aurait aussi des envies d'ailleurs. Donc un mercato télé cette année, on en parlait il y a quelques temps quand même, très très chaud. Oui, il est possible qu'on vous fasse une émission complète sur le mercato quand Ouais. tout ça sera terminé et que les décisions auront été prises, si on a pensé à noter tout ça, bien entendu. Ben écoute, on va passer à la news suivante. Je ne sais absolument pas comment je vais faire ma transition, donc je vais le dire de but en blanc. Apparemment, tu aurais prévu la fin du téléachat à la télévision. Alors, il est possible que le téléachat s'arrête, hein, le tut-tut-tudun que vous entendez sur TF1 tous les matins. Eh bien, figurez-vous qu'il est possible que ça s'arrête. David, est-ce que tu sais qui a lancé le téléachat à la télé en France? Non, mais tu vas me le dire. Eh bien, c'est Pierre Si, Bel. c'est... Bah oui, Pierre Bellemare, bien C'est sûr. Pierre Bellemare qui, en 1987, a lancé le téléachat. C'est un concept qui venait des États-Unis. Didier Ça a Monsu été de la télévision. Ça a été vraiment une révolution à la télé quand il a apporté ça. Et est-ce que tu sais comment s'appelait Téléshopping lors de sa première saison? Ça s'appelle Téléshopping depuis 1989, mais lors de sa création, quel millésime que l'année 1988, n'est-ce pas? Lors de sa création, elle s'appelait autrement. Est-ce que tu as une idée de comment s'appelait cette émission de vente? Je sais pas, l'achat télévisuel, je ne sais Non, pas. ça s'appelait le magazine de l'objet. Et finalement, à Le l'époque, magazine de l'objet. on avait fait un petit peu changer de nom parce qu'on trouvait que c'était de la publicité un peu mensongère. C'est-à-dire que sous prétexte d'un magazine, on vendait des trucs aux gens. Alors que Téléshopping, c'est beaucoup plus clair. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que son fils, Pierre Dostel, lui, a lancé un an plus tard M6 Boutique sur la concurrente M6. Et c'est vrai que c'est les deux émissions de téléachat concurrentes des deux chaînes. Eh bien, il s'est passé une véritable révolution. Alors, tout ce que je vous dis, c'est un article qui vient de Télé Loisirs, notamment sa journaliste Anne-Claire Dugas, qui explique qu'il y a eu une révolution en 2019. C'est que TF1 a vendu les droits du téléshopping, en tout cas la production de téléshopping, au groupe Stars, dirigé par l'homme d'affaires Jérôme Dillard. Et M6 a fait pareil en 2020. Ils ont vendu à Stars, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la même maison de production qui fait les deux programmes. C'est tourné dans les mêmes studios, au même endroit, pour essayer de mutualiser les coûts. Et c'est le cas également des petites filiales, on va dire des petites sœurs de téléshopping qui sont sur la TNT. Vous en avez sur TFMC et sur TFX, et vous en avez également sur Sister pour le groupe M6. Mais visiblement, ces économies de boutiques qui font qu'ensemble ils devaient réussir à mutualiser les coûts, eh bien finalement ça n'a pas marché du tout, puisque depuis 2021, il y a une chute du chiffre d'affaires de 45%. Alors le groupe Stars explique que ça viendrait de l'inflation, de la guerre en Ukraine et surtout de l'érosion de l'audience. Pour te donner un exemple clair, David, en 2020, avant le confinement, tous les matins, il y avait 124 000 personnes qui regardaient Téléshopping. C'est quand même pas mal pour un programme diffusé entre 8 et 9 heures du matin. Eh bien, en mai 2023, ils ne sont plus que 60 000. L'audience a été divisée par deux. Et fin mars, on a appris que le groupe Stars était placé en redressement judiciaire. Du coup, dans la foulée, TFX et TMC ont décidé de suspendre le téléachat de leur antenne. Et du coup, du côté de Stars, on espère qu'une solution sera trouvée avant fin septembre. Il y a apparemment des partenaires, un 5, qui seraient intéressés pour consolider l'entreprise, selon donc le dirigeant Jérôme Dillard. En attendant, Alexandre Devoise et Marie-Ange Lardy, les présentateurs du téléshopping sur TF1, et Pierre Dostel, c'est toujours le même présentateur depuis les années 80, enfin depuis 89, et Valérie Pascal sur M6, continuent toujours de faire leur tournage en espérant que l'émission va continuer. Mais ce qui n'est vraiment pas bon signe, c'est que plusieurs journalistes ont essayé de contacter les chaînes et qu'elles n'ont pas voulu répondre. Et on sait qu'en général, quand une émission est sauvée ou sur le point d'être sauvée, elle communique, et quand elle communique pas, c'est pas très bon signe. Donc on est peut-être là vers quelque chose qui pourrait être la fin du téléshopping à la télé. En tout cas, ce serait un sacré retentissement. Ah bah oui, complètement, et c'est vrai qu'en plus on en parlait, c'est vrai que normalement on pensait que ça gagnait encore beaucoup d'argent, parce que tu nous l'expliquais, c'est les produits payent pour être à la télévision, les clients payent pour avoir les produits, et en plus de ça, TF1 se fait une marge entre les deux. Donc c'est vrai que TF1 et M6, les téléboutiques. Et c'est vrai que du coup c'est quand même assez particulier de se dire que ça... Alors, ça a perdu du bénéfice, mais ça en fait encore. C'est juste que ça n'en fait plus assez pour que ça soit rentable, à mon avis, pour ce groupe-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même assez... c'est une nouvelle retentissante, parce que toi et moi, tu l'as dit, ça a été créé en 88, et cette année 88, donc ça veut dire qu'on a toujours connu le téléachat, et que si ça s'arrête maintenant du jour au lendemain, ça nous ferait bizarre quand même de plus avoir ça à la télévision, surtout ce joli générique que tu nous as très bien chanté.
on passe à ta dernière grosse news de télévision, et c'est une grosse news, puisqu'apparemment on aurait trouvé la remplaçante de Marion Gamme dans Scène de ménage. Alors, si tu regardes bien la news que je t'ai formulée, j'ai pas tout à fait tourné ça comme ça, puisque Oui, je sais, ouais. Marion Gamme ne sera pas remplacée dans Scène de ménage. En tout Voilà. cas, D'accord. j'allais dire Hugo, mais non, c'était Huguette. Raymond ne retrouvera pas une nouvelle Raymond et Huguette. Hugo. Alors, est-ce que tu sais, tiens, petite question, combien d'épisodes de Scène de ménage avait tourné Marion Gamme, à ton avis? Oh, j'en sais rien, mais beaucoup. 2000. Enfin, je veux dire, avant de décider. Ouais. Ben, parce que maintenant, elle en tourne Ah, plus. je Quoi. sais. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu essaies de me faire deviner combien d'épisodes il restait avec Marion Gamme. C'est ça, Non, combien elle en a tourné depuis le début de Scène de ménage? Ah, oh, je sais pas, je dirais 500. 2317. Oh Quand la même vache. énorme. Et donc, M6 a décidé de ne pas remplacer totalement Marion Gamme, mais elle va être quand même remplacée, entre guillemets, elle va être remplacée par Patrick Préjean, cet acteur, ce doubleur, Oh, bah, hein, dis donc. vous le connaissez forcément puisque vous avez tous vu le dernier film Le de défi Florent de Noël. Essic, Le défi de Noël, mais si c'est pas le Bien cas, sûr. vous avez pu... Oui, le défi de Noël, tout à fait. Sinon, vous avez pu l'entendre, hein, c'est notamment le doubleur de Tigrou. Il a une voix très reconnaissable dans le monde du doublage, c'est un acteur que j'adore. Et en fait, il va jouer le rôle d'un copain d'enfance de Gérard Hernandez, donc du personnage de Raymond, qui va s'installer au-dessus. Et donc, régulièrement, il va être avec Raymond, où ils vont se rappeler des souvenirs d'enfance. Alors, on imagine que le personnage du Guette va sans doute... ils vont dire aussi qu'elle est décédée, ou alors qu'elle a quitté Raymond. Et donc, visiblement, il ne sera pas là forcément dans tous les épisodes. Hein, ce ne sera pas forcément c'est pour ça que je dis c'est pas le remplacement de Marion Gamme, puisqu'il y avait plusieurs personnages qui gravitaient autour du Guette et Raymond. Mais en tout cas, il sera là le plus régulièrement possible et dans énormément d'épisodes. Pour l'instant, on dit du côté M6, uniquement pour cette année. On va voir les audiences, on va surtout voir au-delà des audiences, puisque c'est difficile de voir dans la globalité les audiences de Scène de ménage, puisque on va pas regarder couple par couple, mais on sait que le couple Marion Gamme, Gérard Hernandez était de loin le couple le plus populaire de la série, et donc on va voir surtout les retours des gens, ce que vont en dire les gens, s'ils aiment, s'ils apprécient. Les réseaux vont être importants. Et là les réseaux, les programmes télé, les lettres à la chaîne vont être vraiment importants pour qu'elle puisse, je pense, pour que ce changement, je pense, puisse être véritablement acté. En tout cas, je trouve l'idée assez sympa de se dire, bon, bah, on va pas forcément lui remettre une femme, mais il va vivre des choses un petit peu comme ça. Ce que je trouve, c'est une bonne alternative. Ouais, complètement. On verra ce que ça donne. Effectivement, c'est vrai que ça serait sympa peut-être de prendre 1 ou 2 épisodes où ce serait un petit peu plus dans l'émotion pour essayer de faire passer un peu la pilule, entre guillemets, et puis reprendre sur des sketchs un petit peu plus drôles au fur et à mesure, parce que partir directement dans l'humour, ça va être compliqué. Peut-être que les gens vont se sentir un peu floués, un peu insultés, quoi, à la mémoire de Marion Gamme. Donc j'espère qu'ils vont faire ça correctement. Après, voilà, les scénaristes et les écrivains de Scène de ménage sont quand même assez doués, ça tient depuis des années, donc ça prouve qu'ils arrivent quand même à avoir un talent d'écriture certain. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Tu m'as noté 2 petites brèves, comme par exemple un drôle de crossover à la française, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors David, c'est quoi pour toi les crossovers les plus emblématiques de l'histoire du cinéma? Oh bah je te dirais à la limite les Marvel. Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement, hein, on peut penser à Avengers, on peut penser à Ready Player One, on peut penser à Glass, on peut penser à la grande aventure Lego, on peut penser à Batman vs Superman, à Justice League, on peut penser au monde de Ralph, à Spider-Man No Way Home. Et bien là, je vais vous annoncer quelque chose qui va faire pâlir d'envie tous les Américains, puisque, tenez-vous bien, samedi 10 juin sur France 5 aura lieu le crossover entre Échappée belle et Silence ça pousse. Et donc voilà, c'est assez amusant. Alors, pardon, ce sera pas le 10 juin, ce sera fin juin. Ça va s'appeler un week-end au vert. Ça va se passer à Angers. Échappée belle, c'est le magazine découverte, on va dire voyage de France 5. Et Silence ça pousse, l'émission jardinage. Et donc, j'aime bien le magazine Télé Loisirs qui titre le crossover inédit des émissions phares de France 5. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu marrer de faire un peu le parallèle avec Avengers. Il y aura peut-être moins de retentissement, mais c'est 2 émissions qui marchent très fort et qui sont assez intéressantes. Donc voilà, on n'est pas là pour se moquer, mais pour noter ce petit changement, cette nouvelle émission. Et en plus, franchement, je suis sûr que ça peut fonctionner, quoi, de se dire, ben voilà, peut-être 2 ou 3 animateurs emblématiques dans la même émission, sur des émissions qui ont du succès, comme tu dis, ça peut fonctionner. Donc on a hâte de voir les audiences.
Oui, voilà, il faudra voir ce que ça donne, mais en tout cas, pardon, je me rectifie, c'est bien le samedi 10 juin. C'est le samedi 10 juin sur France 5. Et ta dernière news, du coup, avant de passer au programme télévision, tu connaîtrais le nom du successeur de Samuel Etienne. Et oui, effectivement, on a appris, c'est là aussi CG Scoop qui l'a annoncé tout à l'heure, c'est Jean-Baptiste Marteau qui sera à la tête de la matinale de France Info à partir de la rentrée. C'est parce qu'il a tapé du poing sur la table ? Exactement, Jean-Baptiste Marteau, il va être bien occupé puisqu'il faut rappeler qu'il est le joker de tous les journalistes en fait des 13h et des 20h de France Télé. Moi, j'adore voir Jean-Baptiste Marteau parce qu'en général, ça veut dire que je suis en vacances l'été et c'est lui que je vois le 13h ou le 20h le soir. Et il remplace déjà Samuel Etienne quand celui-ci est en tournage pour Question pour un champion. Ça avait été le cas d'ailleurs la semaine dernière. C'est un journaliste que j'adore, je le trouve hyper populaire, hyper... comment dire, on le sent proche des gens, on le sent sincère. Moi, je le trouve très, très classe, très juste. C'est un peu mon John Krasinski à moi, hein. mais vraiment, je suis vraiment ravi de voir que ce choix qui a été fait. Par contre, il va pas chômer parce qu'il était aussi joker. Alors, il va plus l'être là, mais de Thomas Soto dans Télématin. Mais ça veut dire que sur certaines périodes, il va être à la fois le matin dans la matinale de France Info, puis aux 13h de France 2, puis aux 20h de France 2. Ça va faire quand même des journées qui vont commencer à 3h du matin pour se terminer vers 21-22h. Donc on lui souhaite bien du courage. On sait que Samuel Etienne a arrêté parce qu'il était un peu overbooké. Je ne sais pas s'il conservera tout. Pour l'instant, oui. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle si elle devait se confirmer, en tout cas pour moi, parce qu'encore une fois, c'est un journaliste que j'adore. Ah bah tant mieux, bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil sur France Info pour voir pourquoi il a tant de succès ce jeune journaliste. Bah écoute, on va finir avec ton programme, comme d'habitude, que nous réservent les chaînes de la TNT et autres à partir de samedi. Et oui donc, bah t'as dit qu'il fallait qu'on se voit. Hein. Allez ouais, au lieu de faire le morse là, donne-moi le programme. Allez, on commence avec le samedi 10 juin, donc outre le fameux crossover dont on vous parlait tout de suite entre Échappée Belle et Silence ça pousse, un petit coup de cœur pour la chaîne L'Équipe qui va faire un immense documentaire sur les 24 heures du Mans qui fêtent leurs 100 ans cette année. La chaîne L'Équipe est diffuseur de cette course d'endurance et donc il y aura un documentaire exceptionnel qui s'appelle 24 heures du Mans. 100 ans d'existence, 100 ans d'histoire. Ce sera donc samedi soir à 21h05 sur la chaîne L'Équipe. On parle relativement peu de cette chaîne, donc ça me paraissait intéressant de vous le noter. À noter que sur Canal+ aura lieu la finale de la Ligue des Champions, Manchester City, Inter Milan, mais que la finale de la Ligue des Champions fait partie de ces programmes qu'on est obligé de diffuser en clair. Souviens-toi il y a cette histoire, je vous en avais parlé une fois, un jour on fera le point complet peut-être dessus, ça peut être intéressant, de ces programmes sportifs que les chaînes télé sont obligées de diffuser quoi qu'il arrive. Et il se trouve que Canal+, il pourrait tout simplement le diffuser sur C8 ou alors passer en clair, mais ils préfèrent, entre guillemets, sous-vendre les droits à une chaîne gratuite. Alors par exemple, quand c'était le groupe Altis, SFR, qui avait les droits avec RMC Sport de la finale, souvent c'était diffusé sur BFM TV ou RMC Story, ce qui leur a donné des records d'audience. On en avait parlé il y a quelques temps. Et bien là, c'est tout simplement TF1 qui a acheté les droits. Donc la finale sera diffusée sur TF1. Donc voilà, gros chèque à mon avis de TF1, mais aussi avec un carton d'audience sans doute à la clé. En face, c'est 100% France sur France 2, présenté par Bruno Guillon. On sait qu'il y a un nouveau programme qui cartonne actuellement qui s'appelle 100% Logique, présenté par Cyril Ferraud sur la même chaîne. Et du coup, là, 100% France, on pourrait dire, tiens, c'est rigolo, en fait, ça s'appelle un peu pareil. Mais en fait, c'est pas si rigolo que ça, puisque la boîte de prod, c'est un peu la boîte concurrente de 100% Logique. Et la patronne des divertissements de France Télé était très en colère, visiblement, contre Nagui, qui est le producteur de ce programme, et qui l'a appelé comme ça. Et il y aurait une guéguerre, enfin non, plus que ça, des tensions vraiment en interne, entre Nagui et ses partisans, et de l'autre côté, la directrice des programmes. Pas été très bonne, apparemment. Donc on va voir ce que va donner 100% France. En tout cas, 100% Logique, ça cartonne. Donc voilà, déjà, entre Échappée Belle, 100% France, Manchester City, Inter Milan, vous avez déjà beaucoup de choses à voir. Sur TMC, un documentaire qui parlera peut-être aux gens de notre génération. C'est Génération de Chavannes, qui est une rétrospective de tout ce qu'a fait l'animateur qui avait commencé avec C'était encore mieux l'après-midi sur Antenne 2, puis qui a fait la plupart de sa carrière sur TF1. On se rappelle de Ciel Montmardi, Coucou c'est nous, ou encore La Ferme Célébrité, qui aujourd'hui officie sur France 2. Et donc, c'est un personnage emblématique. Et donc, on le rappelle, sur la chaîne 21, le documentaire sur Le Mans. Allez,
On y va tout de suite au dimanche soir. On vous avait dit que peut-être pendant Allez. un temps on le mettrait à la fin, mais vu que là on n'est pas en face l'un de l'autre, c'est quand même, compliqué. mieux de vous le donner de manière chronologique. Et allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque je suis tellement heureux, David, de voir arriver ce film. Ce film J'espère que c'est pas une blague. que j'ai adoré, dont j'ai acheté le Blu-ray le jour de la sortie, le Steelbook, et dont ma plus grande frustration restera qu'il n'est pas sorti en salle. À ton avis, c'est... Wonder Woman 80. Bah non, on est déjà Bah non, ils l'ont diffusé. diffusé il y a pas longtemps, Wonder Woman 84. Ah, Godzilla, non Ce sera, Oui, c'est ça, Kong contre Godzilla. ce sera Godzilla versus Le Kong. choc des titans. Waouh. Trop, trop, trop content, vraiment. J'adore ce film. J'adore le Monsterverse. Et d'ailleurs, le magazine Télé Loisirs a fait tout un reportage sur le film dans sa partie coup de cœur. Je trouve ça vraiment cool parce qu'ils expliquent effectivement que Disney, ils ont leur poule aux œufs d'or avec, puisqu'on est vraiment dans le monde des franchises, hein, avec les Marvel, que du côté de chez Warner, on a tout l'univers DC Comics, que Universal s'est cassé les dents dessus avec son fameux Monsterverse et la momie, etc., finalement, qui n'a jamais abouti. Et que là, effectivement, on est aussi chez Warner, mais c'est, donc, on sait, un TF1, un partenariat avec Warner pour les films, on vous en parle régulièrement. Mais en plus, c'est Legendary Pictures qui est à l'origine de ce Monsterverse. Et en fait, je vous le rappelle, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, mais que le film est sorti en même temps aux États-Unis et au cinéma et en VOD, et qu'à la grande surprise de chez Warner qui ne s'y attendait pas, il a cartonné. Il avait vraiment marché très fort, ce qui fait que Warner avait prévu de le sortir quand même en France, et finalement, au début, ils avaient dit qu'il ne sortirait pas, puis ils ont dit qu'il le sortirait, et finalement, comme la réouverture des cinémas avait été repoussée, le film n'est pas sorti. Et moi, j'adore cette franchise, j'adore Godzilla, Pour moi, mon film préféré de la franchise, c'est sans doute Kong Skull Island. Comme le rappelle Télé Loisirs, justement, Adam Wingard, il s'est donné les moyens de ses ambitions parce que les effets spéciaux sont vraiment très impressionnants. Je vous dis pas, le scénario est incroyable, mais quand même, ce que rappelle très bien aussi le magazine, c'est que il faut rappeler qu'en fait, les kaijus, ce sont pas des méchants hein, dans le film, ce sont des allégories de la nature et surtout Godzilla. Là, c'est l'allégorie de la folie nucléaire, hein, vraiment. C'est un film qui... Enfin, je ne vais pas vous dire que c'est un film engagé sur... Vous me direz que c'est un peu capillotracté, c'est pas un film forcément engagé, on va dire, très fort en matière de développement durable, mais en tout cas, il y a une seconde lecture, un second degré de lecture dans les films Godzilla, et on vous en parlait récemment. Hein. L'année prochaine, il devrait y avoir Godzilla Kong, The New Empire, qui devrait sortir. Moi, je suis très, très impatient. Et puis TF1 ne s'arrête pas là, puisqu'en deuxième partie de soirée, ils vont diffuser Godzilla 2. Alors bon, effectivement, on peut se dire que c'est quand même pas terrible de ne pas l'avoir dans l'ordre. On rappelle que Godzilla 2 n'avait pas été... c'est TF1 qui a les droits, mais ils ne l'ont jamais passé en prime time. Ils l'ont passé en deuxième partie de soirée, le 29 décembre 2021. Je m'en rappelle très bien, parce qu'on en a parlé sur Critflix, juste après la première diffusion de Détective Pikachu. Puis ensuite, il est passé en prime time sur les chaînes de la TNT. Donc, ce sera dimanche soir Godzilla Kong et en deuxième partie de soirée Godzilla 2. Rappelons brièvement que les gens qui voudraient revoir les films dans l'ordre, etc., c'est d'abord Godzilla de 2014, puis Kong Skull Island, puis Godzilla 2, puis Godzilla Kong. Voilà, pour voir les deux. Mais, ce bon Manuel Alduy, que l'on connaît bien sur Critflix, a dégainé, sans savoir que ce serait Godzilla Kong, a dégainer un film de circonstance que je vais aussi essayer de te faire deviner, David, si je te dis que c'est un film qui colle parfaitement à l'actualité sportive et en même temps à l'actualité cinématographique. Est-ce que ça peut te dire quelque chose? Alors, ça doit parler de tennis? Non. Ah, c'est Matchpoint? Non, c'est pas du tennis. Non. Ah, l'actualité sportive? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Alors, quel gros film va sortir prochainement et qui va beaucoup faire parler les gens? Indiana Jones. Exactement. Et Indiana Jones, il est réalisé par James Mangold. Oui. Et James Mangold, il a réalisé un film sur un événement sportif qui a lieu en ce moment. Le Mans. Le Mans 66. Oh, trop bien. Alors c'est pour... Eh oui, Le Mans 66. Alors c'est pour ça que je disais si la semaine dernière vous étiez C'est James Mangold qui l'a réalisé celui-là? C'est James Mangold, bien sûr, qui l'a réalisé. Ah mais je savais pas, mais très bien. Ah mais c'est pour ça que je l'aime autant ce film. Alors franchement, entre Chacun pour soi ou Chacun chez soi là et Camping 3, et là cette semaine Godzilla Kong versus Le Mans 66, ça va être chaud. Ça a tellement de la gueule, je trouve, ce duel. Le Mans 66, rappelons, avec Matt Damon et Christian Bale quand même, qui raconte effectivement les duels des sociétés Ford et Ferrari aux 24 heures du Mans. C'est un film qui est sorti en 2019,
que j'adore. Et vraiment, je vous le disais la semaine dernière, c'est 2 des films que j'ai préférés ces dernières années. Alors du coup, plus que jamais, David, j'attends ton pronostic. Ah, c'est dur. C'est dur parce que, comme tu dis, Le Mans est en pleine. Enfin, on est dedans, quoi. Et même la Ouais, et Formule puis 1 a c'est les gagné 100 ans, donc en- ouais, la Formule 1 gagne en popularité. Le Mans, on est en plein dedans, surtout c'est les 100 ans. Donc tout le Ouais, monde en parle ouais. partout à la radio et à la télé. J'aimerais bien un bon 3,5 millions pour France 2 et un 3 millions pour TF1, quoi. Ok. Ça serait pas mal. Eh ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en tout cas. Mais sacré duel, sachant qu'en deuxième partie de soirée, France 2 a remis un film à la place de Beau Geste. Ce sera Jerry Ouais, ils ont Maguire. repassé. C'était un best-of, en fait, dimanche Ouais, dernier. c'est ce qu'on avait supputé. Et donc là, ce sera Jerry Maguire de Cameron Crowe avec Tom Cruise. C'est un film de 96. Alors c'est assez surprenant de voir ce film-là, même si c'est un film, on rappelle, qui parle de sport, hein, puisque Jerry Maguire, c'est un agent sportif américain Ouais. dans ce film. Et donc, ça fait des années qu'on n'avait pas eu 2 films en prime time qui se suivent sur TF1 et France 2. On n'a pas connu ça nous parce qu'on était petits, mais à l'origine, dans les début des années 90, le slogan du film du dimanche soir de Ciné Dimanche sur TF1, c'était 2 films pour le prix d'un, entre guillemets, hein, puisqu'il y avait toujours un deuxième film après. Et donc là, 2 films qui suivent, donc vous aurez le choix, je le rappelle, entre Godzilla Kong suivi de Godzilla 2 sur TF1 ou Le Mans 66 suivi de Jerry Maguire sur France 2. Moi, je vais prendre le train à 5h du matin pour retourner à Paris lundi, mais je pense que je serai quand même devant un de ces 2 films. Si vous aimez le sport, d'habitude, le dimanche soir, vous avez du rugby sur Canal+, mais là, c'est terminé. Ce sera donc un documentaire qui s'appelle McEnroe, sur John McEnroe, donc. Arte Western, Pendrellé haut et court. Sur C8, Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Sur W9, ce sera le film de Daniel Cohen qui est sorti en 2020, Le bonheur des uns, avec Vincent Cassel et Florence Foresti. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle. Tandis que TFX va jouer la carte de la valeur sûre avec Le Pari, le film de Bernard Campan. Le bonheur des uns, c'est pas celui qui est passé sur M6 il y a pas longtemps, c'était fait la réflexion. Exactement, ouais. Et là, W9, pour le coup, ils nous font un peu une TMC, là, en repassant là tout de suite. Donc, je disais sur TFX, Le Pari, donc des inconnus presque sans Pascal Légitimus. Et enfin, eh bien, tu t'en doutes, sur Sister, Transformers The Last Night. Et à noter qu'à 18h20, vous pourrez revoir le 4, comme chaque semaine. Et que ça fonctionne bien leur petit après-midi cinéma. Donc, tant mieux pour eux. Grand bien leur passe. Lundi soir, cher David, eh bien, du cinéma sur TF1, c'est pas tous les jours, mais ça avait marché l'autre fois avec Marie-Francine et je pense qu'on risque d'en avoir comme ça de temps en temps. Souviens-toi, on avait beaucoup débriefé les Astérix en janvier qui est cartonné. Ouais. Et là, il s'agit d'un film de Ludovic Bernard avec Élodie Fontan, Florent Père et Daniel Prévost. Si tu es un vrai cinéphile, tu dois me donner le titre du film. Eh bien, je ne suis pas un vrai cinéphile. Il est passé à ça de la Palme d'Or en 2017. C'est Mission Pays Basque. Non, c'est pas vrai. Mission Pays Basque. Je me dis avec Élodie Fontan, c'est vrai? Ouais, c'est vraiment une comédie très cliché sur le Pays Basque. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'on avait eu ce débat un peu au moment de Permis de construire sur les Corses qui était sorti l'année dernière, mais Permis de construire étant réalisé par un Corse, voilà, on s'était dit, voilà, là, c'est vrai que c'est quand même. Par contre, l'histoire de Sybille, une jeune cadre parisienne qui bosse dans un supermarché, en gros, qui est chargée par son employeur de racheter une petite boutique au Pays Basque. Et évidemment, elle va se retrouver face au neveu du propriétaire, Florent Père. Oh, ben, on se demande comment ça va se finir, ça. On dirait un petit peu un téléfilm de Noël, sauf que c'est au Pays Basque. Voilà. Je l'ai jamais vu, hein, donc c'est pas bien parce que je juge sans voir, mais quand même ça me fait pas méga envie. En face de ça, sur France 3, on est donc toujours sur du cinéma de patrimoine, mais avec un film un peu plus ancien. C'est un monde moins ancien, pardon. C'est un monde parfait de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Ah oui. Ça se passe au Texas dans les années 63 où 2 personnages s'enfuient d'un pénitencier et vont recueillir un petit garçon. Je sais pas si ça te parle cette histoire. En tout cas, ça avait eu son petit succès. Sur M6, une émission, je crois que c'est que le 2 ou le 3e numéro depuis le temps ces dernières années, depuis qu'elle existe, c'est une émission événement qui s'appelle Appel à témoins. C'est une émission en direct dans laquelle Julien Courbet revient sur des histoires dans lesquelles il y a eu des meurtres ou des disparitions et il lance un appel à témoins et surtout ce qui est important, c'est que c'est une émission qui est faite en collaboration avec la justice. C'est-à-dire que vous avez des policiers et des magistrats qui suivent l'affaire, qui en direct
reçoivent les coups de fil du public et relancent les investigations. Et notamment, ça avait permis la dernière fois de retrouver le corps du petit Lucas, le petit Lucas qui avait disparu il y a quelques années. Et en fait, on a découvert son corps dans une montagne. Visiblement, il était simplement parti se randonner, se promener tout seul. Et il avait fait une chute mortelle. Et en fait, cette émission, voilà. Il va y avoir notamment le meurtre d'Anthony Muroni qui est mort le 7 mars 2020 sur l'autoroute A4 ou la disparition inexpliquée de Julie Michel le 19 juillet 2013. Donc c'est vraiment une émission événement, encore une fois, c'est en direct à la télé et ils vont essayer de résoudre des affaires. Donc c'est assez intéressant, je trouve, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous vous doutez un petit peu à quoi va ressembler le duel des blockbusters, même si je vous note quand même que sur Arte, vous pourrez voir la Ciociara de Vittorio De Sia, c'est en 1960, mais sur W9, ce sera Taken 2, et du coup sur TMC, je sais plus. Ant-Man et la guêpe. Bah oui. Bah oui, Ant-Man et la guêpe, mais oui, bien sûr, je suis bête. Et ce sera suivi d'Ant-Man, une troisième diffusion Oh là là. histoire de, si vous l'avez manqué. Un spectacle sur ces stars, c'est assez rare pour être signalé, c'est le spectacle de Cartman. Cartman, vous savez, Tiens, qui il a s'appelle... eu un spectacle, lui? Ouais, il fait un spectacle, c'est une captation d'octobre 2022. Donc c'est assez récent, ça s'appelle Cartman One. Et puis sur TF1 Série Film, qui pour le coup là pourrait peut-être se hisser pas loin de TMC à mon avis, puisque c'est Grand Torino, dis donc. Qui donc deux Clint Eastwood, l'un face à l'autre. Et alors effectivement, on passe des Fast and Furious sur TF1 Série Film à Banzai avec Coluche et d'un coup, blam, Grand Torino. Mais je suis sûr, on en reparle la semaine prochaine, que ça peut titiller un petit peu les fesses de Ant-Man et la guêpe, à mon avis. Allez, direction mardi soir avec, comme c'est souvent le cas, pas forcément beaucoup de cinéma sur les grandes chaînes, si ce n'est sur France 4, une belle course avec Danny Boone. Sur France 4, pardon, sur Canal+. J'ai le numéro 4 en fait, oui, sur Canal+. Déjà, c'est le film un peu à réessayer, même si celui-là n'est pas classé, du mardi soir. C'est donc une belle course. Et quand même sur M6, nous finirons ensemble la rediffusion de la suite des Petits Mouchoirs. Donc M6 qui pérennise, puisque là, ce soir, au moment où on enregistre, on est en train de louper la soirée Patrick Bruel sur M6, donc qui pérennise, on va dire, cette case cinéma, mais on a l'habitude avec M6. Ça dure, puis ça s'en va. Et en deuxième partie de soirée, les Petits Mouchoirs, mais finiront-ils ensemble ? C'est un documentaire sur les Petits Mouchoirs. C'est pas le film ni la suite, mais c'est un documentaire qui s'appelle Les Petits Mouchoirs. Finiront-ils ensemble ? Puis à 1h du matin jusqu'à 2h15, si vous n'êtes pas couché, vous pourrez voir Le fabuleux destin de Jean Dujardin et pas d'Amélie Poulain. Sur les chaînes de la TNT, Rambo 3 sur C8, vous avez eu le 1 et le 2 ces dernières semaines. Sur TFX, Solo, Star Wars Story. Ah tiens. C'est ce que j'allais dire. Ah tiens, c'est assez surprenant parce que quand TFX et puis après TMC ont repassé des Star Wars, ils ne l'avaient pas passé du tout celui-là. Bah non. Donc voilà, on sait qu'il est largement oubliable et dispensable, mais néanmoins il est diffusé quand même, on verra les audiences. Et sur NRJ12, White House Down avec de Roland Emmerich avec Channing Tatum. Tandis que Culture Box France 4 diffusera L'Illusionniste, un film d'animation de Sylvain Chomet. Et sur Sister, vous retrouverez Braquage à l'italienne. Sur Jacques Tati. On est donc pas loin d'être face à un Super Tuesday, avec énormément de films cités pour ce mardi 13 juin. On voit que les chaînes de télé anticipent un tout petit peu mon anniversaire et me font un beau cadeau. Pour le coup, le 14 juin, outre le fait que le monde entier célébrera ma date de naissance, eh bien, le gros événement du 14 juin, ce sera évidemment sur Canal+, Avatar, La Voix de l'eau, première diffusion du film. 6 mois, jour pour jour. Canal+ ne diffuse jamais de cinéma le mercredi, rappelons-le. Mais là, 6 mois, jour pour jour après la sortie, ils n'attendent pas un jour de plus pour diffuser Avatar. Tu crois qu'ils vont faire le million ? C'est possible. Moi, je pense qu'il y a largement moyen de faire le million. Et évidemment, on scrutera de très très près les audiences, on vous les racontera. Et ce sera suivi de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, vous avez de quoi vous faire un sacré après-midi, sachant que plus tôt dans la journée aura été diffusé Jurassic World à 15h. Donc, blockbuster, grosse journée, le 14 juin. Voilà. Je travaille pas. Bah oui, je sais que tu travailles pas ce jour-là. Oui. Je sais que tu as pris ta journée pour venir me faire une surprise à Paris pour mon anniversaire. C'est vraiment très gentil. Sur Arte, Casa Susana, un film
de Sébastien Lifshitz de 2022, un film documentaire, hein, donc qui visiblement est très réussi. Ce sont des récits d'anticipation à la fois, on va dire, fantastique et tendre. Et en parlant de fantastique, sur ces stars, vous aurez Captain Fantastique avec Viggo Mortensen, que je n'ai jamais vu et qui visiblement est plutôt réussi, tandis que Sister jouera la carte Crocodile Dundee. Allez, on approche de la fin de la semaine. Jeudi soir, vous allez avoir un film qu'on attendait, hein, puisque Indiana Jones, c'est la dernière croisade sur M6, puisqu'on sait qu'on est en pleine diffusion. Ils sont quand même malins sur M6, puisqu'on va rappeler que ça va s'arrêter le 22 juin et que le 28 sort le suivant. Donc, des fois, c'est pas toujours très bien coordonné entre la télé et le cinéma. Là, c'est juste parfait, hein. Les films se suivent, ils vont pouvoir tomber pile au bon moment les uns après les autres. Pour ceux qui aiment l'histoire, sur France 5, un documentaire passionnant sur la tapisserie de Bayeux. Ça, c'est moi qui fais un petit peu de la pub. Cette œuvre d'art immense et incroyable qu'on a la chance d'avoir en France. Bref, sur C8, le retour de Don Camillo. On avait eu le précédent la semaine dernière. Et sur W9, un spectacle inédit à la télé, Les Baudins chez les Belges, enregistré à Liège en octobre 2022. Les Baudins vont donc chez toi. Non, mais je pense que ça cartonne tellement qu'ils se sont dit, bah tiens, on va prendre une captation du programme qui avait eu lieu à Liège. Donc en plus, je pense qu'il y aura quelques private jokes, on va dire, entre guillemets, sur le public belge. Et donc, il faut rappeler que tu es bien placé pour le savoir, les Belges ont accès à la télévision française. Et je pense qu'ils risquent d'aller W9 chercher quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de téléspectateurs de l'autre côté de la frontière. Alors c'est possible que ça soit en fait ce qu'ils font en Belgique maintenant, parce qu'il n'y a pas W9 en Belgique. En fait, on a alors autant que je me souvienne, normalement on n'a pas accès à la TNT, on a accès aux chaînes principales, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3. Quand j'étais petit, il n'y avait pas M6 en Belgique, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai découvert M6 en arrivant en France. Par contre, ce qu'il est possible et ce qu'ils font, c'est qu'en fait ils font du simultané avec des chaînes belges, donc c'est possible que le spectacle soit diffusé sur W9 et sur RTL TVI par exemple en même temps. Ouais, tout à fait. Du coup, les audiences iront à RTL. Rappelons que Avatar, la voix de l'eau est rediffusée sur Canal+ Cinéma le lendemain, donc le 15 juin, mais que pour les amateurs de blockbusters un peu nuls, vous aurez le droit à Catwoman sur TF1 Série Film avec Alberi. Je l'ai jamais vu, hein, mais on va dire que sa réputation le précède. On va tout de suite passer au vendredi soir, dernier soir que je vais vous présenter aujourd'hui, avec du football sur TF1, Gibraltar, France. Ouais, c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde, de l'Euro 2024, sachant que Gibraltar est l'une des équipes les plus faibles d'Europe, donc il devrait y avoir quand même un grand écart à ce niveau-là. Sur France 3, le grand échiquier qui va être diffusé vendredi soir. Pourquoi je le cite ? Parce que je serai dans le public et donc vous pourrez... j'ai appris aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de la part de France 3, un petit mail tout à l'heure. Fantastique. L'émission sera enregistrée l'avant-veille, donc je vais passer mon anniversaire au château de Versailles pour l'enregistrement de cette émission de France 3. Voilà, et donc avec ma présence dans le public, ça devrait faire un sacré carton, j'imagine. Non, mais effectivement, voilà, présenté par Claire Chazal. On arrête de parler de moi et on va parler plutôt de France 5 qui va diffuser Tootsie de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman, un film culte, on va dire grand classique également. Sur TFX, Un mariage trop parfait avec Jennifer Lopez et Matthew McConaughey. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une comédie romantique de 2001, à l'époque, un petit peu, on va dire, avant que Matthew McConaughey n'explose aux yeux du grand public. Prof sur Gulli avec Patrick Bruel. Là aussi, c'est un film culte des années 80. Et en deuxième partie de soirée, Ange et Gabriel, qui est aussi, je crois, en deuxième partie de soirée ce soir sur M6. C'est full Patrick Bruel en ce moment sur M6, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je sais pas, ils sont à fond dessus. Et Inspecteur La Bavure sur TF1 Série Film, à noter quand même, et je tiens à vous le rappeler, que ce vendredi, puisque l'émission sera sortie ce vendredi 9 juin, vous n'oubliez pas Jungle Cruise sur M6, mon coup de cœur de l'année 2021. Et on va scruter les audiences de très près. C'est tout pour moi. Eh ben merci beaucoup, encore un programme hyper chargé, il y a plein de films à mettre dans la watchlist, il y a plein de choses à voir pour tout le monde.
Merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, commenter, mettre des étoiles sur vos applications de podcast et puis surtout nous soutenir en nous écrivant sur tous les réseaux quand vous en avez le temps et l'occasion. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, mon cher David, toujours à distance. Et puis voilà, n'oubliez pas que, à mon avis, fin du mois de juin, on commencera à lever le pied un petit peu et on vous fera peut-être des petites émissions au mois de juillet et au mois d'août, mais vous n'aurez pas d'émissions hebdomadaires, je pense, pendant le mois de juillet et le mois d'août. Sur ce, à très bientôt, et puis amusez-vous bien devant la télévision et au cinéma. Bonne soirée, salut à tous.